Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les enjeux en matière d'investissement crypto pour la fin de l'année, mais quels sont les enjeux pour le secteur pour la fin de l'année et aussi pour le début d'année prochaine où un grand changement juridique du nom de MiCA arrive. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Envion. Bonjour Laurent Envion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur innovation et directeur du développement au sein de DLPK. Vous êtes également vice-président de l'ADAN. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quand un Bitcoin à 90 000 $? On a vu l'élection de Donald Trump qui a fait bondir Bitcoin en flèche sur les derniers jours. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette séquence? Alors effectivement, on se souvient des déclarations de Donald Trump qui a montré qu'il était pro-Bitcoin, parfois en lien avec des liens personnels directement avec le secteur des cryptoactifs. Comment est-ce que vous analysez la séquence des derniers jours, Laurent Envion? Alors la séquence effectivement consécutive aux élections américaines, il y a plusieurs aspects. D'abord, le suspense est terminé entre Kamala Harris et Donald Trump. Donc là où les investisseurs n'aiment jamais beaucoup cette notion d'incertitude. Il y a une élection qui a eu lieu, en plus des résultats qui sont extrêmement clairs. Bien sûr. Donc pas d'ambiguïté sur le résultat. Et ça, les investisseurs, quelles que soient les pensées, les orientations de chacun, il y a au moins un message très clair qui a été envoyé par les électeurs américains. Ça, c'est le premier point. Donc il y a une forme de risque ou d'incertitude qui tombe. La deuxième, c'est qu'effectivement Donald Trump, à la fois dans sa campagne, et on va le voir dans son entourage, a effectivement eu des messages à destination de l'écosystème crypto assez forts. On peut néanmoins il a changé d'avis d'ailleurs par rapport à... il a changé d'avis par rapport à son premier mandat. Bien sûr. Il a effectivement complètement changé d'avis, retourné sa veste. Ce qui tend plutôt à confirmer la thèse des promesses un peu électoralistes. C'est-à-dire qu'il s'est un peu emporté sur le sujet, il est allé chercher des voix un petit peu partout, là où il pouvait les chercher. Et comme les Américains votent de manière très individualiste, c'est vrai qu'aller draguer, entre guillemets, l'écosystème crypto et les détenteurs de crypto, c'était plutôt une bonne stratégie de la part de Donald Trump. Une fois qu'on a passé petit peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention pour la suite sur un emballement potentiel. Alors, il faut surtout regarder un petit peu plus loin que ça. Ça, c'est vraiment on va dire la première couche. La deuxième couche, c'est qu'il faut regarder l'entourage direct de Donald Trump. Dans cet entourage, le vice-président J.D. Vance a toujours été pro-crypto. Dans ses conseillers les plus en vue, les plus médiatiques, Elon Musk, qui a toujours été pro-crypto. Parmi ses premiers conseillers, et notamment une personne qui est pressentie pour remplacer Gensler à la tête de la SEC, le gendarme boursier américain, c'est quelqu'un qui est également pro-crypto. Et si on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire si on regarde les élections au Sénat et à la Chambre des représentants, énormément d'élus et de candidats ou de candidates qui portaient sous étiquette démocrate ou sous étiquette républicain, qui portaient des messages plutôt pro-crypto historiquement, ont été également élus. Ça veut dire qu'on a vraiment un paysage politique américain là qui était plutôt hostile aux crypto, avec un gendarme boursier qui était extrêmement attentif et qui avait quand même plutôt tendance à taper fort avec le bâton sur les différents acteurs, où là il y a un changement complet de paradigme pour l'ensemble des acteurs. Donc ça veut dire qu'on a la plus grande puissance économique mondiale qui va, je ne vais pas dire lâcher les chevaux sur les cryptos, parce qu'on restera très cadré, mais en tout cas, il y a une volonté de faire avancer les choses. Qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement? Parce que vous l'avez rappelé, effectivement, l'environnement réglementaire était plutôt à regarder les cryptos de très près aux États-Unis, mais plutôt effectivement pour les contrôler. Il n'empêche que les plateformes crypto existent, que les ETF Bitcoin ont réussi à émerger. Quel impact ça pourrait avoir pour l'écosystème crypto aux États-Unis et donc potentiellement en Europe par effet ricochet? Encore une fois, ça va forcément clarifier un certain nombre de points. On sait que la SEC tapait un petit peu systématiquement sur les protocoles pour savoir si les tokens c'était du securities ou de l'utilities, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir derrière en termes de déclaration, en termes fiscaux, etc. Là, on part du principe. Mais ça faciliterait le développement de projets, par exemple. Ça va faciliter le développement de projets et surtout, ça va assainir un certain nombre de situations. C'est-à-dire que pour les acteurs crypto qui avaient un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on pense à XRP, on pense à Coinbase, on pense à ces acteurs-là, ça va supprimer cet élément-là et surtout beaucoup d'acteurs, et là il faut qu'on fasse un petit peu attention en Europe, beaucoup d'acteurs américains nous disaient l'avantage en Europe c'est qu'il y a un cadre clair. Il y a des règles qui ont été fixées pour l'ensemble. On en parlera avec MiCA. Et il disait un peu à contrario, aux États-Unis, on fait un truc, on nous dit allez-y, on vous regarde, et puis 2 ans, 3 ans après, on peut se faire taper dessus. Là, si on nous dit allez-y, on vous regarde, sans la crainte de se faire taper dessus,
on sait qu'on a une économie et des acteurs qui peuvent frapper très très fort sur les différents marchés crypto qui existent. Et donc, ça peut effectivement fortement développer l'écosystème. Alors justement, en Europe, on a un cadre réglementaire clair qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2025, qui s'appelle MiCA. On en a beaucoup parlé lorsqu'il y avait des échanges, notamment au sein de l'Union européenne, à propos de ce règlement. Aujourd'hui, il existe. Si on devait définir un enjeu pour la fin de l'année sur l'écosystème crypto, c'est celui-là, c'est l'entrée en application, la mise aux normes quelque part vis-à-vis du règlement MiCA. Ouais, c'est clairement ça, parce que ça... alors, il faut bien comprendre qu'en termes de calendrier, ça rentre en vigueur au 1er janvier 2025. Les acteurs ont jusqu'au 30 juin 2026, donc ont 18 mois. Alors en fait, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'ils se préparent, mais il leur restera 18 mois pour se mettre en conformité avec MiCA et donc passer les différents agréments et obtenir l'autorisation de continuer leurs activités. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, pour un certain nombre d'acteurs, ce ne sera pas possible de se mettre aux normes parce que le coût en ressources, le coût financier, le delta technique est trop important par rapport à la situation de certains acteurs. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une forme de concentration des différents acteurs pour pouvoir continuer à servir les clients et assurer. Ça, c'est le premier point. Pour les acteurs, et il y en a, Dieu merci, en France, qui ont les reins suffisamment solides et qui peuvent y arriver, nous avons tendance, notamment à la DAN, à considérer que la marche est un petit peu trop haute, un petit peu trop forte d'un seul coup de la part des autorités. Ça veut dire que Faustine Fleuret, qui est présidente, avait appelé à une pause réglementaire, c'est-à-dire qu'on demande à des acteurs crypto qui sont nécessairement jeunes, qui ont, bien sûr, l'activité n'existe pas depuis 30 ou 40 ans, on demande à des acteurs de se conformer à une réglementation en 2 ans, là où des acteurs plus historiques et plus traditionnels ont peut-être mis 15 ou 20 ans à s'adapter par petites touches. Là, il faut qu'on fasse tout ça. Alors, l'intention est louable parce que c'est ce qui permettra d'assainir les relations entre la finance traditionnelle et les acteurs crypto. Donc c'est très important pour pouvoir adresser les consommateurs et pour pouvoir adresser les projets de manière totalement sereine et sécurisée. Par contre, c'est vrai que le delta est un petit peu fort, un petit peu violent de la part des régulateurs, notamment en France avec l'AMF et la CPR. Si je comprends bien, l'écosystème aujourd'hui n'est pas totalement prêt pour le 1er janvier 2025 puisqu'il y a encore 1 an et demi. Oui, voilà. De toute façon, c'est toute la problématique des transpositions, c'est-à-dire qu'une directive rentre en application, on n'a pas encore le détail précis, définitif de l'ensemble des textes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette période de transition. Donc certains acteurs sont déjà dans les dossiers de l'AMF, les dossiers sont déjà en train d'être étudiés. Donc on aura peut-être des annonces d'ici fin d'année ou début d'année prochaine. Et puis après, effectivement, il y aura une mise en conformité de l'ensemble des acteurs ou un arrêt d'activité d'un certain nombre d'acteurs d'ici au 30 juin 2026. Merci beaucoup, Laurent Onvion, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur innovation et directeur du développement au sein de DLPK, mais aussi vice-président de l'ADAN. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.